c'est le temps de parler politique. Marc-André Elsie, bonjour à vous deux. Philippe va venir nous rejoindre dans quelques temps. Je pense qu'il a peut-être changé l'heure déjà à Paris. C'était un peu compliqué. Décision de la Cour suprême, donc, tantôt, qu'on attendait depuis un bon moment. Juste pour remettre les gens dans le contexte, Elsie, Philippe Couillard, dans son plan de restructuration, de rééquilibre budgétaire, dit les demandeurs d'asile, même s'ils ont des permis de travail, ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les CPE ou les garderies subventionnées. Ça coûte trop cher. Ça s'en va en cours. Québec se fait battre. La CAQ reprend le dossier, se fait battre en appel, renvoie ça en Cour suprême. Et là, ça vient juste de tomber. Aujourd'hui, ce matin, la Cour suprême dit que Québec n'avait pas le droit de faire ça. Et il va même plus loin en disant les demandeurs d'asile, même ceux qui n'ont pas de permis de travail, vont pouvoir envoyer leurs enfants dans des CPE et des garderies subventionnées. Ça ne veut pas dire que tous les demandeurs d'asile vont avoir une place, mais qu'ils vont être au même niveau que les autres enfants. Elsie. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Bon, d'abord, il y a le jugement, donc en soi. Est-ce que la Cour peut, dans le système canadien, invalider des lois québécoises? Donc, des juges se substituent au pouvoir parlementaire. Donc, ça, c'est un des premiers aspects. Donc, est-ce que l'Assemblée nationale, elle est souveraine? Non, elle n'est pas souveraine. Elle est soumise aux tribunaux. Deux, la distinction, effectivement, entre un demandeur d'asile qui est un demandeur d'asile simple et un qui travaille. Si tu ne travailles pas, puis là, que tu as accès aux services d'un CPE, alors qu'il y a des personnes qui travaillent qui n'ont pas accès, bien là, il y a ça de nouveau dans le tout. Trois, le fait que ça a été demandé au départ par le Parti libéral. Donc, on ne peut pas dire là, que le Parti libéral, c'est un parti, sortir les épouvantails, racistes, xénophobes, etc. Tu peux si tu veux. Là. Les gens ont le droit au Québec souvent, de sortir les épouvantails qu'ils veulent. Exactement, mais sauf que souvent, on a taxé la CAQ, d'être fermée, tout ça, alors que là, je pense que c'était non, là, les libéraux. Puis quatrièmement, l'enjeu, c'est la prestation de services et l'incapacité pour l'État québécois d'offrir ces services à tous. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a des citoyens qu'on priorise par rapport à d'autres? Est-ce qu'une famille québécoise là, de souche ou québécoise établie avec sa citoyenneté qui n'a pas accès au CPE, est-ce qu'elle devrait être priorisée par rapport à quelqu'un qui vient d'arriver sur le territoire? La Cour dit non. C'est la grande question. La Cour suprême dit non. Marc-André, il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs. On a aussi la clause dérogatoire. Dans ce cas-là, Bernard Drinville va être avec nous à 13h. On pourra en reparler à ce moment-là. Mais le gouvernement Legault devrait faire quoi actuellement? Bien là, si le gouvernement Legault, c'est une décision importante qui arrive à un moment où on est dans une course à la chefferie. Là. Et là, clairement, M. Drinville, tu en fais référence, Philippe Vincent, lui, déjà, là, dans ses messages... On peut lire, si tu veux, sa réaction tantôt lui, sur Twitter. Lui, c'est tout de suite la clause dérogatoire. Mme Fréchette, elle dit qu'elle va étudier ça, puis qu'elle n'exclut pas non plus la clause dérogatoire. Donc là, comment le gouvernement va se positionner? Parce que la décision que tu prends, c'est pas une décision qui implique juste le gouvernement entre aujourd'hui, le 12 avril, là, le moment que les militants caquistes choisissent Mme Fréchette ou M. Drinville. Là, ça implique l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de la société québécoise. Donc, on n'a comme pas le choix, là, un peu comme, on va sans doute parler du budget un peu plus tard, mais faire un peu comme le budget qui va être déposé avant le 12 avril, s'assurer que la position gouvernementale va perdurer dans le temps et va perdurer une fois que Mme Fréchette ou M. Drinville prennent le contrôle. Oui, parce que, Philippe, c'est un peu ça, l'équilibre démocratique. Il y a des tribunaux qui sont là pour essayer de mettre des limites ou encadrer avec les chartes, donc les grands documents qui encadrent notre démocratie. En même temps, c'est fâchant dans ce cas-là. Est-ce que pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est une bonne décision? Tantôt, il a répondu à une question en disant « Regarde, il y a un juge dissident, là. Moi, je suis d'accord avec elle. On n'aurait pas dû aller là. » Ou ça donne-tu des munitions souverainistes, Philippe? Bien sûr que ça donne des munitions souverainistes parce que ça met en plein jour les différences qui peuvent exister puis le bordel qui peut exister entre le fédéral et les règles sur les demandeurs d'asile. C'est important de le dire, là, ce que ça pose comme question, notamment sur les demandeurs d'asile du côté du Canada, l'acceptation du pourcentage du nombre de demandeurs d'asile. Au Canada, c'est environ 80 %. Et c'est qui se ramasse avec les services qu'il doit donner? C'est le gouvernement du Québec, notamment dans les CPE. Quand on regarde d'autres pays européens, Philippe Vincent, là, par exemple le Danemark, le taux d'acceptation des demandeurs d'asile, c'est 38 %. La France, c'est 32 %. L'Allemagne, c'est environ 60 %. La Suède, c'est environ 40 %. Ce que tu veux dire, c'est que la quantité de demandeurs d'asile qui arrivent, ils en acceptent juste 30-40 %, puis nous, on en accepte parmi ces gens-là 80 %?
Exactement. Donc, il y a quand même une différence fondamentale là-dessus. On a su dans les dernières semaines, par exemple, qu'entre 2019 et 2023, il y avait 25 000 demandeurs d'asile qui avaient été acceptés sans audience orale. Donc, c'est le non-contrôle des frontières du Québec qui, par la suite, a des répercussions sur les services qui sont donnés aux Québécois. C'est sûr que ça donne des munitions au mouvement souverainiste. Je veux dire, c'est une évidence là-dessus. Puis le projet souverainiste, dans les dernières années, s'est rebâti notamment sur la question du contrôle des frontières à Roxham aux aéroports. Donc, c'est sûr que ça confirme un des arguments souverainistes. Après, ça pose aussi la question, parce que là-dedans, dans ce débat-là, je trouve que c'est extrêmement facile d'avoir une position morale très, très belle. Puis oui. Le Québec solidaire là, était content qu'on fasse ça, puis on aide les autres. Ces gens-là arrivent de la misère. Il faut leur donner une chance d'entrer sur le marché du travail. Et ça, c'est tout à fait vrai. Il y a une partie de vérité là-dedans. Ces gens-là arrivent parfois de la misère. Il y a quand même aussi, quand c'est 80 des demandeurs d'asile, on peut se questionner à quel point que si ces 80 %-là d'accepter correspondent véritablement aux critères qui sont donnés pour la demande d'asile, s'ils sont persécutés dans leur propre pays. Par exemple, il y a beaucoup de gens en provenance de l'Inde. Est-ce que véritablement tous ces gens-là répondent véritablement aux critères de demande d'asile? On peut quand même poser la question. L'autre affaire qui me semble importante de dire, c'est que cette question-là pose aussi la question de la capacité d'accueil des sociétés, des infrastructures, des services publics. Puis je veux dire, qui ça affecte, là, cette décision-là? Il faut quand même dire que ça affecte la classe moyenne, puis la classe moyenne basse, parce que les plus riches, là, ils vont pouvoir aller envoyer leurs enfants dans les CPE puis détourner l'attente qui existe. Donc, c'est très, très bien. Fait que les plus riches peuvent pas... Attends, là, les plus riches peuvent pas détourner puis rentrer dans des CPE. Bien, quand même, je veux dire, quand on regarde dans certains quartiers comment il y a plus de CPE qu'ailleurs, regarde comment je suis persuadé, comme il y a toutes sortes de façons de contourner ce système-là. Il faut quand même être honnête. Marc-André. Ici, la Cour suprême, là, je ne dis pas que je défends leur décision, mais la Cour suprême, elle regarde les individus, elle ne regarde pas par rapport à faire savoir si la personne est un contribuable ou non par rapport à son statut une fois qu'il est au Québec, au Canada. Donc, je me dis, même si le Québec est un pays, même si on avait une charte québécoise, là, on est vraiment dans l'égalité par rapport au sexe, là. La Cour suprême, elle, ne prend pas ses décisions en sachant est-ce que le réseau des CPE ou le réseau de la santé ou de l'éducation a une capacité de recevoir ces gens-là. Il y a une notion très théorique dans cette décision-là. Ils prennent les individus par rapport à la charte, mais ils prennent pas... C'est pas une décision à savoir es-tu contribuable, est-ce que tu contribues financièrement un programme géré par le gouvernement. Tu es une personne, tu devrais avoir... C'est là, il y a comme une déconnexion entre la théorie, puis la charte, puis l'égalité des femmes, puis des hommes à travers une fois que tu es en sol canadien. Puis par rapport à quand tu es un contribuable, si tu contribues à un programme par tes taxes et tes impôts, tu dois avoir des services en retour. Regardez, on prend une petite pause, Elsie. Je te donne la parole tout de suite en revenant. Premier, OK?